Au début de 1914, depuis l'Allemagne, l'Europe était perçue comme un espace où les équilibres traditionnels se rompaient rapidement. Le Reich, unifié à peine quelques décennies auparavant et déjà devenu la deuxième puissance industrielle du monde, observait le continent avec un mélange de fierté et de crainte. Sa force militaire était considérable. Son influence politique s'étendait et pourtant, à Berlin, dominait la sensation oppressante d'être acculé. L'alliance franco-russe de 1892 pesait particulièrement sur l'esprit des stratèges allemands. La France n'avait pas renoncé au rêve de récupérer l'Alsace et une partie de la Lorraine, et la Russie, qui traversait une période de croissance démographique et industrielle extraordinaire, semblait évoluer vers une puissance presque démesurée. Le Reich voyait comment, chaque année, des millions de nouveaux habitants grossissaient la population russe, tandis que ses industries se modernisaient avec l'aide financière française. Dans les cercles militaires allemands circulait l'idée que, si l'on attendait trop, la Russie atteindrait une puissance capable d'écraser toute résistance. À cette inquiétude s'ajoutait le changement soudain de la position britannique. Pour l'Allemagne, il était déconcertant que le Royaume-Uni eût conclu des accords aussi bien avec la France en 1904 qu'avec la Russie en 1907. Bien qu'à Berlin, on ait longtemps cru que la motivation britannique était de freiner la croissance de la flotte allemande, dans la pratique, un fait seul comptait. L'entente s'était consolidée. Le Reich se trouvait entouré par trois puissances qui, ensemble, représentaient une menace stratégique d'une ampleur inédite. La sensation d'encerclement devint une obsession. Beaucoup en Allemagne commencèrent à considérer que seule une action rapide, peut-être même une guerre préventive, pourrait éviter un déséquilibre irréversible en Europe. L'attention allemande se porta alors vers une région qui, depuis des années, brûlait lentement, les Balkans. Là, l'Autriche-Hongrie, l'allié le plus important du Reich, était confronté au défi croissant de la Serbie, dont le nationalisme slave inspirait des mouvements séparatistes au sein même de l'Empire. À Berlin, on suivait avec inquiétude les revers diplomatiques successifs de l'Autriche-Hongrie. La crise provoquée par le coup d'État serbe de 1903 qui porta les Karađorđević au pouvoir, de plus en plus proche de la France. L'annexion de la Bosnie-Herzégovine en 1908, qui avait révélé la fragilité du panorama balkanique, et surtout le renforcement militaire serbe après les guerres balkaniques de 1912 et 1913. Pour les dirigeants du Reich, il était clair que la stabilité de l'allié se détériorait rapidement. Si la Serbie continuait de croître, l'Autriche-Hongrie, pièce clé de l'équilibre continental, pouvait s'effondrer, entraînant l'Allemagne dans une crise dont elle ne sortirait pas indemne. Dans ce climat d'inquiétude, l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand à Sarajevo le 28 juin 1914 fut accueilli en Allemagne comme un événement décisif. Non par chagrin personnel, mais parce que l'épisode offrait à Vienne le prétexte qu'elle cherchait depuis longtemps pour stopper la menace serbe. Lorsque les enquêteurs austro-hongrois informèrent que l'attentat avait été perpétré par des membres de la Main Noire ayant des contacts dans l'armée serbe, on comprit immédiatement à Berlin que l'incident ne pouvait rester sans réponse. Un empire allié avait été défié au cœur même des Balkans. Si l'Autriche-Hongrie n'agissait pas avec fermeté, son prestige s'effondrerait et avec lui, tout le système de sécurité allemand. C'est pourquoi, lorsque Vienne demanda son soutien, l'Allemagne n'hésita pas. Entre le 5 et le 6 juillet, le Reich donna ce que les historiens appelleraient plus tard le « chèque en blanc », un aval absolu pour que l'Autriche-Hongrie agisse contre la Serbie comme elle l'entendait. Pour les dirigeants allemands, l'occasion était exceptionnelle. La Russie semblait encore affaiblie après la guerre contre le Japon et, à Berlin, on supposait qu'elle n'accourait pas immédiatement au secours de la Serbie. On pensait également que la France ne s'aventurerait pas si tôt dans une guerre continentale. Quant au Royaume-Uni, occupé à la défense maritime de son empire, il n'entrerait probablement pas dans un conflit provoqué par des tensions balkaniques. L'ultimatum autrichien envoyé à la Serbie le 23 juillet fut examiné avec attention à Berlin. Ces exigences, extrêmement dures, cherchaient à forcer une renonciation serbe qui, dans les faits, la transformerait en satellite de Vienne. Mais la Serbie rejeta une partie des conditions. Lorsque, le 28 juillet, l'Autriche-Hongrie déclara la guerre, l'Allemagne observa le développement de la crise avec un mélange de détermination et d'appréhension.
Le doute se dissipa rapidement lorsque 2 jours plus tôt, la Russie avait ordonné la phase préparatoire de sa mobilisation. À Berlin, cela fut interprété comme une menace directe. Une Russie qui s'armait signifiait, pour le Reich, la confirmation de toutes les peurs accumulées durant la décennie. L'Allemagne réagit en exigeant que la Russie interrompe sa mobilisation. Cela n'eut pas lieu. Le 30 juillet, le tsar ordonna la mobilisation générale. À Berlin, le conflit devint inévitable. Le 1er août, l'Allemagne déclara la guerre à la Russie. Très peu après, lorsque la France refusa de rester neutre, la déclaration de guerre allemande s'étendit également à elle. Du point de vue allemand, les 2 puissances qui, durant des années, avaient alimenté la sensation d'encerclement se mobilisaient désormais ensemble, confirmant les pires présages de l'état-major. Le mouvement stratégique suivant découlait naturellement du plan Schlieffen. Pour éviter de combattre simultanément sur 2 fronts, l'Allemagne devait neutraliser la France rapidement. Cet objectif impliquait de traverser la Belgique, un pays qui bénéficiait depuis des décennies d'une neutralité garantie par les puissances européennes. Depuis Berlin, cependant, on ne voyait pas d'alternative. La frontière franco-allemande était trop étroite et fortement fortifiée. Pour assurer un pivot rapide vers l'Est et affronter la Russie avant qu'elle n'achève son déploiement, il était indispensable de traverser le territoire belge. C'est pourquoi, le 2 août, on exigea de la Belgique qu'elle permette le passage de l'armée allemande. L'ultimatum promettait de protéger ses frontières et de lui accorder des compensations ultérieures, mais Bruxelles refusa. La décision allemande était prise. Il ne restait plus qu'à avancer. Le 4 août, les premiers soldats du Kaiser franchirent la frontière belge. Depuis l'Allemagne, on concevait la nécessité de maintenir la vitesse d'avance à tout prix. Tout retard équivalait à se retrouver pris dans une guerre prolongée, précisément le scénario que l'on voulait éviter. Mais la résistance belge fut plus ferme que prévu. Les Allemands s'attendaient à un passage rapide. Ils se heurtèrent au contraire à des défenses obstinées et à des réactions civiles qu'ils interprétèrent, avec une crainte héritée d'expériences passées, comme des actes de francs tireurs irréguliers. En conséquence, la violence se multiplia. Des villes comme Visé et Louvain furent sévèrement punies, et la destruction de cette dernière, avec sa bibliothèque historique réduite en cendres, provoqua une vague d'indignation mondiale. Depuis Berlin, on observait avec un malaise croissant les effets politiques de ces actions. La neutralité belge violée avait poussé le Royaume-Uni à entrer en guerre, un tournant que l'Allemagne souhaitait éviter. À l'intérieur du Reich, cependant, la réaction initiale fut très différente. La mobilisation fut accueillie avec un enthousiasme qui surprit même les autorités. Dans les villes, des foules célébrèrent l'entrée en guerre contre la Russie. À la campagne, bien que l'on craignît le manque de bras pour la récolte, dominait l'idée que le conflit serait bref. Depuis Berlin, on alimentait l'espoir d'une victoire rapide. Le plan Schlieffen promettait d'abattre la France en quelques semaines, et à l'Est, on s'attendait à ce que les Russes mettent suffisamment de temps à se mobiliser pour ne pas représenter un danger sérieux d'ici là. Avec l'invasion de la Belgique en cours, les préoccupations se déplacèrent vers la coordination générale. L'Allemagne avait confiance qu'une Autriche-Hongrie renforcée par le soutien du Reich parviendrait à s'imposer en Serbie sans détourner trop de ressources du front russe. Mais la mobilisation russe avançait plus vite que prévu et son armée était, en taille, la plus grande d'Europe. Bien que mal équipée et mal dirigée, sa masse numérique restait un facteur qu'on ne pouvait ignorer. L'équilibre stratégique que le Reich cherchait à maintenir, c'est-à-dire frapper la France avec force tout en contenant la Russie avec des défenses minimales, commençait à se tendre dès les premiers jours du conflit. Malgré cela, depuis l'Allemagne, on considérait que la guerre avait commencé sous des paramètres favorables. La France et la Russie affrontaient désormais ouvertement le Reich, confirmant la menace qui, durant des années, avait suscité tant d'inquiétudes. L'Autriche-Hongrie, bien que fragilisée, tenait encore. Et la discipline et l'organisation de l'armée allemande, ainsi que sa capacité industrielle, nourrissaient la conviction qu'avec détermination et rapidité, l'encerclement pouvait être brisé avant qu'il ne se transforme en piège mortel. Le plan Schlieffen. L'état-major allemand avait consacré des années à étudier comment affronter la menace représentée par la France et la Russie agissant de concert. La géographie du continent imposait des limites évidentes.
La frontière occidentale avec la France était trop étroite et densément fortifiée, ce qui empêchait d'y déployer la totalité de l'armée allemande. Les planificateurs comprenaient qu'une attaque frontale serait absorbée par les défenses françaises sans offrir la possibilité d'obtenir une victoire rapide. C'est pourquoi, dès la fin du XIXe siècle, le général Alfred von Schlieffen conçut une stratégie qui éviterait ce choc direct et permettrait à l'Allemagne de s'imposer avant que l'entente ne consolidât sa force combinée. Le raisonnement commençait par une observation fondamentale. La France disposait d'un territoire relativement petit, ce qui permettait d'atteindre des décisions militaires rapides si l'on parvenait à porter la guerre jusque dans son arrière. En revanche, la Russie était un géant dont la mobilisation prendrait des semaines. Cette différence temporelle devint l'axe du plan. L'Allemagne devait concentrer l'immense majorité de ses forces à l'ouest, briser la France en quelques semaines, et, une fois cet objectif atteint, pivoter vers l'est pour affronter la Russie, dont les préparatifs militaires étaient jugés lents et désordonnés. Selon les calculs allemands, les troupes laissées à l'est seraient replacées en état de défense et chargées de contenir les Russes, tandis que le gros de l'armée s'emploierait à vaincre la France. Pour que la manœuvre réussît, il était indispensable d'éviter la ligne fortifiée française. Schlieffen proposa alors un vaste mouvement enveloppant à travers la Belgique. Traverser ce pays neutre permettrait aux forces allemandes de s'enfoncer par le nord, de tourner vers le sud-ouest et de fondre sur l'arrière français, poussant l'ennemi vers les Vosges. Les stratèges allemands estimaient que cette incursion pouvait garantir une victoire totale en 6 semaines. La rapidité était essentielle. Chaque jour perdu augmentait le risque que la Russie achevât sa mobilisation, ouvrant ainsi un second front intenable. La neutralité belge constituait un obstacle diplomatique sérieux. Le traité de 1839 garantissait son indépendance et interdisait sa violation, mais au sein de l'état-major allemand prévalait la conviction que les nécessités stratégiques surpassaient tout engagement international. Conscient que la Belgique avait considérablement renforcé ses défenses, érigeant dans des villes comme Liège, Namur et Anvers certains des forts les plus modernes du monde, les planificateurs allemands comprenaient que l'invasion ne serait pas une simple promenade militaire. Malgré cela, ils étaient déterminés à mener le plan à bien, même s'il leur fallait contourner leurs obligations internationales et affronter la résistance belge. La manœuvre allemande devait s'exécuter avec une précision presque mécanique. L'aile droite de l'armée, la plus nombreuse, serait la force chargée du grand contournement. En avançant par la Belgique, elle devait pousser vers le sud et le sud-ouest, dessinant une immense courbe qui envelopperait progressivement l'armée française. La vitesse de cette avance déterminait le succès. Il était nécessaire de maintenir une pression continue pour empêcher les Français de replier leurs forces de manière ordonnée. L'objectif final était de refermer la tenaille près des Vosges, en détruisant ou en neutralisant la majeure partie de l'armée ennemie. Pendant ce temps, les forces allemandes situées en Alsace et en Lorraine avaient pour mission secondaire de contenir toute tentative française d'attaque frontale. Le plan reposait aussi sur une estimation optimiste du temps nécessaire à la Russie pour achever ses préparatifs. Selon les calculs allemands, la mobilisation russe exigerait plusieurs semaines. Cette estimation, cependant, se révélerait erronée. L'excès de confiance dans la lenteur russe constituait un point faible qui aurait bientôt de graves conséquences. Lorsque l'Allemagne appliqua le plan en août 1914, l'invasion de la Belgique devint la première étape décisive de la campagne. Les forces allemandes avancèrent rapidement, mais la résistance belge fut bien plus intense que prévu. La nécessité de surmonter des fortifications, de détourner des troupes et de contenir des foyers de résistance retarda le mouvement enveloppant. Chaque retard érodait la marge temporelle que Schlieffen jugeait indispensable. Pendant ce temps, à l'Est, la réalité commença à s'imposer face aux prévisions. Malgré son immense taille et ses difficultés structurelles, la Russie acheva sa mobilisation bien plus tôt que prévu. Le 11 août, elle était déjà prête à opérer contre l'Allemagne, ce qui fut véritablement catastrophique pour l'état-major allemand. La menace russe obligea à envoyer des troupes vers le front oriental, affaiblissant l'aile droite chargée de l'offensive décisive en France. À mesure que les Allemands pénétraient en territoire français, de nouveaux problèmes ralentirent leur avance. Les lignes de ravitaillement s'allongèrent dangereusement, compliquant l'approvisionnement en munitions et en vivres. Pour surveiller les territoires conquis et contenir la résistance,
Il fallut laisser en arrière des unités qui, à l'origine, devaient participer à l'offensive principale. À cela s'ajouta l'envoi de renforts vers l'Est, nécessaire pour freiner l'avancée russe. La force offensive allemande, qui devait être écrasante, commença à se diluer. De plus, le manque de moyens de communication modernes provoqua des défaillances de coordination au sein du dispositif allemand, affectant le rythme et la cohérence du plan. Lorsque l'armée du Kaiser atteignit les environs de Paris, elle inspirait encore de l'inquiétude, mais avait déjà perdu une partie de sa puissance. La bataille de la Marne, commencée le 5 septembre, révéla l'usure accumulée. Pendant 4 jours, Allemands et Français s'affrontèrent sur un front de 250 km sans parvenir à une décision. Finalement, une brèche dans le dispositif allemand permit au corps expéditionnaire britannique d'attaquer avec force, obligeant l'armée allemande à se replier le 9 septembre. 3 jours plus tard, elle s'enterra dans l'Aisne. À ce moment-là, il était devenu évident que le plan Schlieffen avait échoué. Le 14 septembre, Moltke fut remplacé par Erich von Falkenhayn. Sa destitution symbolisait la fin de la stratégie conçue par Schlieffen. Ce qui avait été imaginé comme une campagne rapide d'anéantissement se transforma en une guerre prolongée, au front stabilisé et à l'avenir militaire incertain. La bataille des frontières, 1914. Le début de la guerre opposa les armées françaises et allemandes dans une série de affrontements qui seraient bientôt connus sous le nom de bataille des frontières. Alors que le plan Schlieffen mettait en œuvre son vaste mouvement enveloppant vers la Belgique, la France lança sa propre stratégie offensive, convaincue qu'une attaque immédiate pouvait récupérer l'Alsace et la Lorraine et rompre la cohésion de l'avancée allemande. Le choc entre ces deux conceptions, incluant l'attaque rapide française et la profonde manœuvre allemande par le nord, marqua les premières semaines du conflit et détermina la transition vers l'enlisement dans les tranchées qui domineraient les années suivantes. La France entra en guerre avec une doctrine privilégiant l'offensive à tout prix. L'armée française considérait que l'esprit d'attaque, l'énergie morale et la volonté nationale pouvaient surmonter même les défenses les plus solides. Cette confiance se reflétait dans les uniformes, pantalons rouges et vestes bleues, voyants en temps de paix mais dangereusement visibles sous le feu ennemi. Les Français avancèrent avec audace, mais aussi avec des tactiques rigides qui allaient rapidement se heurter à la réalité de l'artillerie moderne et des mitrailleuses. Pendant ce temps, l'Allemagne exécutait sa pénétration à travers la Belgique, rencontrant plus de résistance que prévu et retardant les délais que Schlieffen avait imaginés comme cruciaux. Néanmoins, les forces allemandes continuaient de pousser vers le sud dans l'espoir d'envelopper l'armée française avant qu'elle ne puisse se réorganiser. Les premières semaines montrèrent un mouvement constant vers le territoire français, où les deux armées ajustaient leurs lignes et cherchaient des positions avantageuses pour le choc inévitable. À mesure que les Allemands s'enfonçaient en France, les difficultés logistiques commencèrent à s'accumuler. Les lignes de ravitaillement s'allongeaient et l'approvisionnement en munitions et en vivres devenait plus compliqué. Des troupes destinées à soutenir l'élan offensif furent détournées pour surveiller les territoires conquis et contenir les Belges à Anvers. De plus, d'autres unités devaient être envoyées en urgence sur le front oriental, où les Russes avaient achevé leur mobilisation étonnamment vite. Tous ces facteurs réduisirent la force du coup allemand à l'ouest, rendant son avance moins décisive que prévu. Le choc direct entre Allemands et Français s'intensifia à la fin du mois d'août et au début septembre. La France lança des attaques successives en Alsace et en Lorraine, tentant de récupérer le territoire perdu et de forcer l'Allemagne à retirer des forces du Nord. Bien que certaines offensives initiales aient permis des avancées limitées, l'armée allemande répondit par des contre-attaques vigoureuses. Les pertes françaises furent élevées et il devint clair que l'artillerie allemande et ses systèmes de défense rendaient extrêmement coûteux les assauts frontaux. Néanmoins, ces offensives françaises atteignirent en partie leur objectif. Elles détournèrent des ressources allemandes à un moment critique, contribuant à l'épuisement de leur capacité offensive à grande échelle. Lorsque l'avancée allemande atteignit les environs de Paris, la situation générale devint critique. Les forces allemandes arrivaient épuisées et partiellement désorganisées, et les Français, loin de s'effondrer, se réorganisèrent rapidement. À ce moment-là, les affrontements de la bataille des frontières évoluèrent vers un choc plus large, la bataille de la Marne, qui débuterait le 5 septembre.
Mais avant ce moment décisif, des combats intenses avaient déjà eu lieu dans des régions comme Meaux, Dammartin et les marais de Saint-Gon. Entre Dammartin et Meaux, les deux armées menèrent des attaques continues sous des tempêtes de mitraille et d'artillerie. Aucun des deux camps ne parvint à obtenir des succès marquants. Les Français souffraient particulièrement de la visibilité de leurs uniformes et de leurs attaques en formation serrée qui les rendaient des cibles faciles. L'assaut à la baïonnette, symbole de la doctrine offensive française, fut rapidement dépassé par la réalité industrielle de la guerre moderne. Dans les marais de Saint-Gon, la situation fut similaire. Les Français progressaient lentement, sous un feu qui rendait presque impossible tout progrès significatif. Les pertes furent énormes des deux côtés. Le ravitaillement devint une épreuve critique. La France dut même utiliser les fameux taxis de Paris pour transporter renforts et munitions vers le front. Cette mesure improvisée illustrait non seulement l'urgence de la situation, mais aussi l'effort collectif que le pays était prêt à fournir pour arrêter l'avancée allemande. La tension augmentait jour après jour, tandis que l'immense étendue du front rendait de plus en plus difficile le maintien des opérations. Le 9 septembre, avec la pression française croissante et une brèche ouverte par l'intervention du corps expéditionnaire britannique, l'armée allemande commença à se replier. La bataille, qui avait commencé comme une tentative d'imposer un dénouement rapide, se transformait en retraite forcée. L'usure accumulée était évidente. Les Allemands s'installèrent dans les tranchées de l'Aisne 3 jours plus tard, marquant la fin de la phase mobile de la campagne et le début de l'enlisement. L'échec allemand à obtenir une victoire décisive entraîna l'effondrement définitif du plan Schlieffen. Moltke, déjà affaibli par l'ampleur des problèmes de coordination et l'impact de l'avancée russe, fut remplacé par Erich von Falkenhayn le 14 septembre. La stratégie allemande avait atteint ses limites. Les forces n'avaient pas réussi à envelopper les Français comme prévu, et la résistance, combinée à la géographie, aux communications déficientes et à la fatigue des troupes, avait empêché une résolution rapide de la guerre. La bataille de Verdun, 1916. L'attaque allemande sur Verdun fut retardée à plusieurs reprises par le mauvais temps, tandis que le renseignement français commençait à percevoir qu'une offensive d'une ampleur énorme se préparait. Chaque jour de report permettait aux défenseurs d'améliorer leur état de veille, bien que sans l'artillerie et les renforts nécessaires pour résister avec assurance. Le 19 février, la pluie cessa. Le jour suivant, un soleil chaud assécha la boue. Et le matin du 21 février 1916, la bataille commença par un bombardement monumental. Pendant toute la matinée et une partie de l'après-midi, le feu allemand ravagea le secteur et dans le bois des corps, un carré de seulement 500 par 1000 yards, environ 80 000 projectiles tombèrent avant que l'infanterie allemande ne se mette en mouvement. La dévastation était telle que, si les Allemands avaient attaqué en masse dès le départ, ils auraient dépassé les positions françaises sur tout le front de 8000. Cependant, le concept tactique de Falkenhayn reposait sur la destruction préalable par l'artillerie. L'infanterie ne devait avancer qu'après que les défenses françaises aient été pulvérisées. Pourtant, Drian, qui avait préparé méticuleusement son secteur, réussit à faire survivre une partie de ses hommes à l'enfer initial. Lui et la moitié de ses troupes résistèrent jusqu'au jour suivant, lorsque des vagues d'infanterie allemande réussirent finalement à les surpasser. Des avancées similaires se produisirent sur les flancs du bois des corps. Les lignes extérieures françaises commençaient à s'effondrer sous le feu et la pression numérique, obligeant les défenseurs à reculer vers les anciens forts de Vaux et d'Ouaumont, situés sur les hauteurs qui dominaient la route vers Verdun. Le 23 février, le désastre français se manifesta dans un message envoyé par un lieutenant de la 72e division. Le commandant et tous les chefs de compagnie sont morts. Mon bataillon a été réduit à 180 hommes sur 600. Je n'ai ni munitions ni nourriture. Que dois-je faire ? La réponse était inévitable. Sans renfort, rien ne pouvait être fait. Le jour suivant, la ligne extérieure entière fut dépassée. De nombreux défenseurs, submergés par la terreur, abandonnèrent leur position et fuirent vers l'arrière. Seuls les forts de Vaux et d'Ouaumont restaient comme point de résistance sur la pente protégeant l'accès direct à Verdun et surtout au pont sur la Meuse, sans lesquels la défense ne pouvait se maintenir. Le 25 février, d'Ouaumont tomba. Il ne fut pas capturé par un assaut massif,
Mais par un épisode presque fortuit, un sergent allemand du 24e régiment de Brandebourg, projeté accidentellement à l'intérieur du fossé par l'explosion d'un obus voisin, décida d'explorer l'intérieur du fort. Il y trouva à peine quelques défenseurs français qu'il convainquit de se rendre. La nouvelle de la chute du fort se répandit rapidement, provoquant la panique à Verdun et parmi les renforts qui commençaient à arriver. Les dépôts de nourriture furent pillés sur des rumeurs selon lesquelles les ponts sur la Meuse avaient été minés pour une retraite générale. Verdun semblait sur le point de s'effondrer. Paradoxalement, la perte de Verdun aurait pu être bénéfique pour la France. La ville était devenue un piège mortel tandis que le terrain en arrière, boisé et accidenté, offrait de meilleures possibilités défensives avec moins de pertes. Mais ce même 25 février, arriva à Verdun le général de Castelnau, envoyé par Joffre. Après avoir évalué la situation, il décida que le front devait être maintenu à tout prix. La défense de Verdun se transforma ainsi en symbole de la capacité française à soutenir la guerre et à préserver le moral national. Le commandement tactique fut confié à Philippe Pétain, qui prit immédiatement ses fonctions et donna l'ordre. « J'ai pris le commandement. Dites-le à vos troupes. Résistez. » Pétain identifia deux exigences essentielles, coordonner l'artillerie, qu'il prit sous contrôle direct, et assurer un flux continu de ravitaillement. Dès lors, ce furent les Allemands qui subirent un déluge constant de projectiles, tandis qu'ils tentaient d'avancer dans les étroits vallons de la Meuse. À l'arrière du front, la seule route vers Bar-le-Duc fut transformée en voie de ravitaillement exclusive pour les camions. 3500 véhicules quotidiens transportaient les 2000 tonnes de fournitures nécessaires. Tout camion en panne était jeté dans le fossé pour éviter les interruptions. Bientôt, 12 000 camions circulaient sur ce qui serait connu comme la voie sacrée, la route sacrée de Verdun. Falkenhayn avait voulu obliger la France à livrer une bataille sanctifiée, mais il n'avait pas prévu le ferveur avec lequel l'ennemi répondrait. Le 27 février, les Allemands enregistrèrent aucun succès nulle part. Le 20e corps français, appelé le Corps de fer, se sacrifiait pour défendre chaque mètre de terrain. Parmi ses blessés et prisonniers se trouvait Charles de Gaulle, jeune officier alors inconnu. Les Allemands tentèrent de prendre de l'élan en rapprochant leur artillerie du front, à travers un terrain saturé où chaque pièce nécessitait de vastes équipes de chevaux. L'usure était brutale. 7000 chevaux moururent en une seule journée. Malgré le poids croissant du feu allemand, la ligne française ne céda pas. Au 27 février, les Allemands n'avaient avancé que de 4000 et se trouvaient toujours à la même distance de Verdun, incapables de percer le front. Fin février, Falkenhayn et le prince héritier allemand, commandant dans le secteur, évaluèrent la situation et proposèrent d'élargir l'offensive vers la rive occidentale de la Meuse. Là se dressaient les hauteurs du Mort-Homme et de la côte 304, d'où l'artillerie française infligeait des pertes aux troupes attaquantes. Le terrain, plus ouvert, promettait des avancées faciles. Le 6 mars, l'attaque initiale réussit à faire reculer la 67e division française, mais les contre-attaques récupérèrent le terrain et la ligne se stabilisa à nouveau. Sur la rive orientale, le village de Vaux changea 13 fois de main au cours du mois de mars sans que le fort voisin ne tombe. Français et Allemands apprenaient que les forts, même anciens, pouvaient résister à des bombardements soutenus s'ils étaient bien garnis. Au début avril, Falkenhayn comprit qu'il ne parviendrait pas à une victoire par usure sans infliger à sa propre armée des pertes comparables. L'attaque initiale s'était arrêtée devant les fortifications extérieures. L'offensive sur la rive occidentale ne progressait pas. On ordonna alors une attaque générale le long d'un front de 20 000, débuté le 9 avril. Pendant 4 jours, il y eut des avancées limitées, jusqu'à ce que la pluie paralyse les opérations. Dans le secteur du Mort-Homme, les Allemands atteignirent ce qu'ils crurent être le sommet, pour découvrir qu'il s'agissait d'une butte secondaire. Le combat se transforma en affrontement d'artillerie. Un officier français du 146e régiment, Augustin Cochin, décrivit comment il passa les jours du 9 au 14 avril sans voir un seul Allemand, piégé dans une tranchée inondée, plusieurs à moitié fous, ne répondant plus lorsque je leur parlais. Au cours du mois de mai, les Allemands reprirent leurs efforts sur le Mort-Homme. Le 8 mai, ils capturèrent le sommet principal, mais ne purent déloger les Français des pentes immédiates. La ligne finale de résistance tracée par Pétain avait été rompue, mais l'avancée était trop lente.
Les pertes allemandes dépassaient déjà les 100 000, et bien que les Français subissent des pertes équivalentes, les Allemands les supportaient au sein des mêmes divisions, tandis que la France faisait tourner ses unités sans relâche. Certaines divisions allemandes restèrent à Verdun de février à mai, accumulant des pertes supérieures à 100% de leur force initiale en raison de remplacements successifs. La politique française de défense active provoquait des affrontements continus. Le 8 mai, une explosion fortuite à Douaumont, où un dépôt de munitions allemand éclata, encouragea les Français à tenter la reconquête du fort le 22 mai. Ils parvinrent à pénétrer dans les ouvrages extérieurs et à escalader les murailles, mais furent repoussés le lendemain. Début juin, les Allemands organisèrent un effort décisif vers le fort de Vaux. Entre le 1er et le 7 juin, ils encerclèrent le fort, coupèrent toute communication et l'attaquèrent section par section jusqu'à ce que le commandant français, Raynal, épuisé et sans eau, se rende. Dans un geste chevaleresque, les Allemands lui offrirent les honneurs militaires et le prince héritier lui remit une épée en remplacement de celle qu'il avait perdue. À ce moment-là, le commandement direct était passé de Pétain à Nivelles, dont la maîtrise de l'artillerie commençait à faire pencher la balance. Malgré cela, les Allemands continuèrent à progresser vers Souville et Tavannes. Depuis Souville, la route vers Verdun descendait directement sur à peine 2 milles et demi. Le 22 juin, avant l'assaut, les Allemands lancèrent un bombardement au gaz Green Cross, affectant 600 des 1800 canons français. L'attaque, exécutée par l'Alpenkorps, permit des avancées significatives. Un soldat affirma même avoir vu les toits de Verdun depuis les hauteurs. Mais l'avancée fut arrêtée. Le terrain accidenté et le manque d'eau forcèrent le repli nocturne. Le 23 juin marqua le point culminant et critique de l'offensive. À ce moment-là, 20 millions de projectiles étaient tombés sur le secteur. Le paysage était méconnaissable. Forêts réduites en éclats, villages disparus, sols perforés par des cratères superposés. Les pertes dépassaient les 200 000 morts et blessés pour chaque camp. Verdun s'était transformé en un enfer sans possibilité de victoire décisive. Le 11 juillet, une dernière attaque allemande atteignit Souville, mais fut repoussée. Après ce jour, l'Allemagne abandonna la tentative de détruire l'armée française à Verdun et passa à la défensive. En octobre, la France reprit l'initiative. Le 24 octobre, Douaumont fut reconquis. Et le 15 décembre, une offensive majeure récupéra la majorité du terrain perdu. À ce moment-là, le centre d'intérêt du front occidental s'était déjà déplacé vers une autre bataille, la Somme. La bataille de la Somme, 1916, après l'épuisement à Verdun et l'affaiblissement du prestige de Falkenhayn, le commandement allemand faisait face à un nouveau défi, une grande offensive alliée qui déplacerait le poids du front occidental vers la Somme. Alors que Verdun révélait les limites du haut commandement allemand, le front de la Somme était resté relativement silencieux depuis 1914, devenu un secteur où les défenses allemandes avaient été perfectionnées sans interruption. Là, les divisions allemandes avaient creusé de profonds abris à 9 mètres sous terre, presque immunisés contre les bombardements, approvisionnés et reliés par des câbles enterrés. La surface était protégée par un complexe réseau de mitrailleuses, tranchées et denses barrières de fils de fer. En revanche, le côté allié manquait d'une préparation équivalente. La ligne avait été occupée par les Français jusqu'en août 1915, considéré comme un secteur tranquille, puis hérité par les Britanniques qui, bien que plus agressifs, n'avaient pas encore développé l'infrastructure pour une offensive massive lorsque Haig prit le commandement. Sous sa direction, l'arrière a été complètement transformé. De nouvelles routes, dépôts de munitions, emplacements d'artillerie et camps militaires s'étendaient entre Albert et Amiens, créant un immense dispositif pour l'attaque estivale. L'offensive serait menée par le 4e armée britannique et par des troupes françaises au sud de la rivière Somme. La majorité des divisions étaient des unités nouvelles, issues du recrutement massif promu par Kitchener. Il y avait des bataillons formés de groupes de volontaires qui s'étaient enrôlés ensemble, appelés les PALS, sans expérience du combat. Même les batteries d'artillerie manquaient de pratiques réelles. Parmi les unités les plus singulières se trouvaient les Ulstermen de la 36e division, d'anciens volontaires protestants irlandais conservant un fort esprit martial, bien que leur expérience de la guerre moderne fût presque nulle.
Haig conçut l'opération avec un objectif simple, briser la ligne allemande. Pour cela, il planifia un bombardement préparatoire d'une semaine qui consommerait 1 million de projectiles. Il espérait qu'après un tel châtiment, les Allemands seraient incapables de résister. Lorsque le feu cesserait le 1er juillet, l'infanterie avancerait en ligne droite, sans recourir à des manœuvres de tir et de mouvement. La conviction que l'ennemi serait étourdi mena à ordonner une avancée propre en vagues successives avec un rythme constant, chaque ligne ajoutant de l'élan à la précédente. Rawlinson, à la tête de l'attaque, avait des attentes plus limitées, une avancée par bouchées successives. Mais il partageait la foi dans l'effet dévastateur de l'artillerie. Presque 3 millions de projectiles avaient été accumulés, destinés à 1000 canons de campagne et plus de 400 lourds. Les premiers devaient couper les fils ennemis, les seconds devaient détruire abris, contre-batteries et fortins. En théorie, l'attaque s'appuyait sur un « creeping barrage », un rideau de feu mobile avançant de 50 yards par minute devant l'infanterie. La réalité s'imposerait de manière brutale. Les abris allemands résistèrent presque intacts. Une reconnaissance britannique de la nuit du 26 au 27 juin avait déjà averti que « les dugouts sont bien ». Les Allemands y restent tout le temps complètement protégés. Le fil de fer, loin d'être coupé, s'était encore plus emmêlé, car les projectiles qui n'explosaient pas au contact du fil le projetaient en l'air pour tomber en formant des obstacles plus denses. Dans des secteurs entiers, les officiers allemands observèrent comment la préparation britannique avait échoué à ouvrir de véritables brèches. L'utilisation du creeping barrage posait problème. Sans radio tactique, l'artillerie devait suivre des horaires prédéterminés. Craignant de toucher leurs propres troupes, les artilleurs laissaient trop d'espace entre leurs levées. Souvent, lorsque les soldats avançaient, le feu avait déjà dépassé les tranchées allemandes, permettant aux mitrailleuses germaniques de réapparaître juste à temps pour tirer sur les lignes britanniques exposées. Dans certains secteurs, le feu était levé avant même le début de l'attaque, laissant l'infanterie sans aucune protection en traversant la terre de personne. Dans ce contexte arriva le matin du 1er juillet 1916, l'un des jours les plus sanglants de l'histoire militaire. Le récit des lieux où tombèrent les soldats révèle le sort de milliers de recrues qui avancèrent épaule contre épaule. La plupart moururent sur le même terrain d'où elles étaient parties. Les scènes décrites par les survivants montrent l'ampleur du désastre. De longues rangées de jeunes portant 60 livres d'équipement, des bataillons avançant gaiement, même en frappant des ballons de football dans un défi théâtral, puis la révélation soudaine du fil de fer intact. En franchissant la barricade, les Allemands émergèrent de leurs abris, une action qu'ils avaient répétée des centaines de fois, traînant des mitrailleuses vers les parapets pour ouvrir le feu immédiatement. Un soldat allemand, F.L. Cassel, se souvenait avoir entendu le cri du guetteur. « Ils arrivent !» suivi du fracas des armes et de la vision des attaquants britanniques avançant lentement, complètement exposés. Dans de nombreux secteurs, les mitrailleuses allemandes dépassaient même la ligne britannique, atteignant des troupes n'étant pas encore sorties de leurs tranchées. Les récits britanniques concordent. Des hommes marchant en rangée, disparaissant presque instantanément sous une pluie de projectiles. Des brigades entières, comme les Tyneside Irish, paralysés par des pertes horribles avant même de quitter leur position initiale. Le résultat fut catastrophique. Sur les 100 000 soldats qui traversèrent la terre de personne, 20 000 ne revinrent pas. 40 000 autres rentrèrent blessés. Certaines unités cessèrent pratiquement d'exister. Pendant ce temps, les pertes allemandes ce jour-là ne dépassèrent pas 6 000 hommes, un chiffre minime comparé à celui des Britanniques. Un régiment allemand perdit seulement 180 hommes sur 3000 le 1er juillet, tandis que la 4e division britannique, qui l'attaquait, subit plus de 5000 pertes. Mais le haut commandement allemand, malgré le succès tactique, fut alarmé. Dans un secteur, du terrain avait été perdu, et Falkenhayn réagit avec sévérité, releva le chef d'état-major du 2e armée et le remplaça par le colonel von Lossberg, expert en défense. Lossberg instaura la défense en profondeur, un avant-front clairsemé en troupes, des abris dispersés, des lignes flexibles et des contre-attaques immédiates à partir des réserves situées en arrière. Cette réorganisation garantirait que les avancées britanniques seraient coûteuses en surface mais stratégiquement insignifiantes.
Les Britanniques reprirent l'attaque le 14 juillet, réalisant des avancées à Bazenton Ridge, Mametz Wood et Contalmaison. L'utilisation du créneau nocturne permit une surprise partielle, mais les contre-attaques allemandes et l'impossibilité d'exploiter une rupture consolidée empêchèrent de plus grands progrès. Australiens, Sud-Africains et autres forces de l'Empire étendirent l'offensive durant juillet et août, prenant Pozières et Delville Wood. Pourtant, les combats se réduisirent à une succession d'assauts sanglants sur de petits villages et forêts ravagés. Guillemont, Ginchy, Morval, Flers, Martinpuich. Au 31 juillet, les Allemands avaient perdu 160 000 hommes, tandis que Britanniques et Français dépassaient les 200 000. Cependant, la ligne ne s'était déplacée que de 3 miles depuis le début. Dans la moitié nord du secteur, rien n'avait bougé. En septembre apparut une nouveauté technologique, le char. Conçu pour franchir les tranchées, écraser les fils de fer et fournir un tir direct, ils firent leur première apparition le 15 septembre près de Flers-Courcelette. Sur les 49 chars disponibles, seuls 36 atteignirent la ligne de départ. Beaucoup furent rendus inutilisables par des pannes ou le feu ennemi. Cependant, leur apparition provoqua la panique dans les tranchées allemandes et permit une avancée de 3500 yards avant que l'offensive ne s'arrête. Malgré cela, l'incapacité technique et la résistance allemande transformèrent ce succès initial en un gain limité. Octobre et novembre revinrent au schéma d'usure. La pluie transforma le terrain calcaire en boue épaisse, compliquant les déplacements et les approvisionnements. Les attaques se répétèrent à Thiepval, Transloy et dans la vallée de l'Ancre, mais le gain territorial fut minime. Au 19 novembre, lorsque l'offensive fut suspendue, la ligne la plus avancée se trouvait seulement à 7 miles du point de départ initial. Les pertes totales de la Somme dépassèrent 600 000 Allemands et 600 000 Alliés. Ce qui pour la France fut éclipsé par Verdun pour la Grande-Bretagne devint sa plus grande tragédie militaire moderne. Les divisions de volontaires, les Pals et Choms, qui étaient allés au combat avec un enthousiasme patriotique, furent décimées. Les tombes qui marquent aujourd'hui l'ancienne ligne du 1er juillet sont encore une carte du sacrifice. La Somme clôtura définitivement l'ère de l'optimisme et ouvrit la porte à une guerre d'usure interminable où le sang remplacerait la manœuvre. Le front de l'Est et la défaite russe. L'offensive russe en Prusse orientale fut l'une des premières grandes menaces au plan allemand conçu par Moltke pour une guerre sur 2 fronts. Quelques semaines seulement après le déclenchement du conflit en 1914, 2 armées de l'Empire russe entrèrent sur le territoire allemand depuis l'Est, mettant en danger la région de Prusse orientale, partie essentielle du cœur géographique du Reich. Les Russes mobilisèrent la première armée sous le commandement du général Paul von Rennenkampf, et la deuxième armée, dirigée par le général Alexandre Samsonov, dans l'intention de tirer parti de la relative faiblesse des défenses allemandes dans ce secteur et de contraindre l'armée allemande à détourner des ressources critiques du front occidental. Après une première escarmouche lors de la bataille de Stallupönen, où le commandant allemand Hermann von François arrêta avec succès l'avancée russe, et la bataille suivante de Gumbinnen, où les troupes russes vainquirent les Allemands, le commandement allemand se retrouva dans une situation critique. Le général Maximilian von Prittwitz, qui commandait la 8e armée allemande en Prusse orientale, ordonna la retraite vers la Vistule, abandonnant le territoire allemand sans combat décisif. L'inquiétude provoquée par cette retraite entraîna le remplacement de Prittwitz et de son adjoint. Le général Paul von Hindenburg fut nommé à leur place, et comme chef de son état-major, le colonel Erich Ludendorff, avec des instructions claires pour arrêter les Russes avant que leur avancée ne puisse se consolider. La bataille principale commença fin août 1914, lorsque la 8e armée allemande exécuta un mouvement rapide et concentré dans le but d'isoler et de détruire la 2e armée russe de Samsonov. Bien que les armées russes combinées surpassassent en nombre les forces allemandes, les plans russes étaient mal coordonnés et leur communication déficiente. Cela permit aux Allemands d'intercepter et de déchiffrer des messages russes non codés, leur donnant une connaissance cruciale des mouvements et positions de l'ennemi et facilitant la préparation d'une manœuvre d'encerclement. Du 26 au 30 août 1914, près de la localité d'Allenstein en Prusse orientale, se déroula la bataille de Tannenberg. Hindenburg et Ludendorff concentrèrent leurs forces pour attaquer la 2e armée russe avant que la 1re armée ne puisse la rejoindre.
Utilisant des trains pour déplacer rapidement des unités d'un flanc à l'autre et exploitant la mauvaise coordination entre les généraux russes, les troupes allemandes réussirent à encercler les forces de Samsonov et à provoquer une retraite désordonnée qui se termina en tragédie pour les Russes. La majeure partie de la deuxième armée fut pratiquement détruite et le nombre de pertes russes fut énorme, incluant des milliers de morts, blessés et prisonniers. Le général Samsonov lui-même se suicida après la défaite. La victoire allemande à Tannenberg eut un impact profond sur le moral de l'armée du Kaiser et sur la perception du public allemand. Bien que la bataille se soit déroulée près d'Allenstein et non dans la localité de Tannenberg, Hindenburg la nomma ainsi pour des raisons de propagande, évoquant la défaite historique infligée des siècles plus tôt aux chevaliers de l'ordre teutonique lors de la bataille homonyme de 1410. Bien qu'étant une bataille de dimension stratégique relativement limitée, son résultat donna une renommée immédiate aux commandants allemands et renforça la réputation de Hindenburg et Ludendorff. Après le triomphe à Tannenberg, les Allemands poursuivirent des opérations offensives en Prusse orientale. En septembre 1914, lors de la première bataille des lacs de Masurie, les forces allemandes obligèrent également la première armée russe à reculer. Cela consolida le contrôle allemand de l'est de la Prusse et força la majorité des forces russes à se retirer vers l'est et le sud-est, assurant temporairement la frontière orientale du Reich et permettant à l'Allemagne de concentrer de nouveau la majeure partie de son effort sur le front occidental. Pendant les années suivantes, le front de l'Est resta actif, mais les combats n'atteignirent pas le même niveau de notoriété qu'en Occident. Cependant, de multiples campagnes et batailles importantes eurent lieu, y compris l'offensive de Brusilov en 1916, où les Russes infligèrent de lourdes pertes aux Austro-Hongrois et obligèrent l'Allemagne à détourner des troupes pour stabiliser la ligne. Ces actions épuisèrent progressivement l'armée russe, déjà confrontée à des problèmes d'approvisionnement, une logistique déficiente et des difficultés de transport sur le vaste territoire oriental de l'Empire. Cela, combiné à des tensions internes croissantes, affaiblit la capacité de combat de la Russie à mesure que la guerre avançait. L'arrivée de 1917 marqua un tournant décisif. L'Empire russe, accablé par les énormes pertes humaines, les problèmes économiques et la crise politique, commença à se désintégrer de l'intérieur. Les troubles, la pénurie alimentaire et le mécontentement général entraînèrent la chute du tsar Nicolas II lors de la révolution de février de cette année-là. Le nouveau gouvernement provisoire poursuivit la guerre, mais sa légitimité était fragile et incapable de soutenir efficacement l'effort de guerre. Cela aggravait encore la situation de l'armée russe, démoralisée et de moins en moins cohésive, qui commençait à connaître des désertions massives et une perte notable de discipline. En octobre 1917, la révolution bolchevique menée par Lénine prit le pouvoir, promettant de retirer la Russie du conflit. Cela aboutit à la signature du traité de Brest-Litovsk en mars 1918, par lequel la Russie accepta de se retirer formellement de la guerre dans des conditions très favorables aux puissances centrales. Ainsi, l'Allemagne put libérer des forces considérables jusque-là affectées au front de l'Est et les repositionner sur les fronts les plus critiques, en particulier l'Ouest. L'entrée des États-Unis dans la guerre 1917. L'intensification de la guerre maritime joua un rôle décisif dans le tournant que prit le conflit au début de 1917. Depuis plusieurs mois, le gouvernement allemand envisageait la possibilité de reprendre la guerre sous-marine à outrance, une politique permettant d'attaquer sans avertissement préalable tout navire naviguant dans des zones considérées comme hostiles. La pression navale britannique rendait difficile le maintien de l'approvisionnement intérieur du Reich, et des figures influentes du commandement allemand estimaient qu'un coup décisif contre les routes d'approvisionnement de l'Entente permettrait d'atteindre la victoire avant que l'usure interne ne devienne irréversible. Le raisonnement était simple. Si les U-boots coulaient un tonnage suffisant alliés et neutres, le Royaume-Uni serait obligé de demander la paix. Cependant, cette politique comportait un risque évident, provoquer les États-Unis qui maintenaient encore une position de neutralité vigilante. Le 31 janvier 1917, l'Allemagne notifia officiellement à Washington qu'elle reprendrait la guerre sous-marine à outrance. À partir de ce moment, tout navire naviguant dans les eaux proches des territoires contrôlés par l'Entente pouvait devenir une cible.
Les attaques commencèrent immédiatement et en quelques semaines, plusieurs navires transportant des citoyens américains furent coulés. La réaction aux États-Unis fut immédiate. La pression politique interne, l'indignation publique et la perception que le Reich agissait avec une agressivité incompatible avec la neutralité nord-américaine augmentèrent considérablement. La situation s'aggrava lorsque le télégramme Zimmermann fut rendu public, un message diplomatique envoyé par l'Allemagne au Mexique proposant une alliance possible contre les États-Unis dans le cas où ceux-ci décideraient d'entrer en guerre. La proposition incluait la possibilité de soutenir le Mexique pour récupérer des territoires perdus des décennies plus tôt, tels que le Texas, l'Arizona et le Nouveau-Mexique. Lorsque le message fut intercepté et publié, l'opinion publique américaine se tourna presque unanimement vers la nécessité d'intervenir. L'administration de Woodrow Wilson, qui jusqu'alors avait tenté de maintenir le pays en dehors du conflit européen, conclut que la position allemande rendait la neutralité insoutenable. Le 6 avril 1917, le Congrès des États-Unis approuva la déclaration de guerre contre l'Allemagne. Pour le Reich, cet événement transforma de manière irréversible l'équilibre stratégique. Bien que les troupes américaines n'arriveraient en nombre important sur le front qu'en 1918, la seule entrée du pays dans le conflit signifiait que l'Allemagne ferait face à une puissance industrielle capable de produire armes, nourriture, munitions et équipements à un rythme largement supérieur à celui de toute nation européenne. En termes de ressources, le Reich se retrouva confronté à un adversaire pratiquement impossible à épuiser. En Allemagne, l'impact psychologique et politique fut immédiat. Les documents de l'époque montrent que 1917 fut une année de tensions croissantes pour la société allemande. La pénurie alimentaire, les effets du blocus naval britannique et la fatigue de la population s'intensifièrent alors que l'on espérait que la guerre sous-marine produirait des résultats rapides. Cependant, le naufrage massif de navires ne conduisit pas le Royaume-Uni à se rendre. Au contraire, il incita les Alliés à redoubler d'efforts et provoqua l'entrée des États-Unis dans la guerre. Les difficultés internes se manifestèrent sur plusieurs fronts. Les grèves et manifestations se multiplièrent, surtout dans les zones industrielles, où les conditions de travail se détérioraient à mesure que la guerre avançait. Le moral des travailleurs déclinait, et les rapports du gouvernement allemand décrivaient un climat social de plus en plus instable. Tout cela se produisit parallèlement à l'usure de l'armée sur le front occidental, où les combats de 1917, comme ceux de Passchendaele, consommèrent des ressources et des vies sans produire d'avancées significatives. Dans ce contexte, l'entrée des États-Unis signifiait pour l'Allemagne non seulement l'arrivée future de millions de soldats frais, mais aussi un coup politique interne. La population commença à douter des promesses officielles d'une victoire proche. La confiance dans le commandement militaire, qui jusqu'alors avait maintenu la cohésion de l'État, commença à s'éroder progressivement à mesure que l'on constatait que les attentes placées dans la guerre sous-marine n'étaient pas réalisées. Le haut commandement allemand comprit qu'il devait agir rapidement avant que les Américains ne puissent déployer une armée numériquement significative en Europe. La stratégie de 1917 se concentra donc sur la tentative d'obtenir une victoire décisive à l'Ouest avant que le rapport démographique et matériel ne bascule définitivement. Les opérations de cette année furent intenses, mais essentiellement défensives, en partie en raison de la nécessité de réorganiser et de redistribuer les ressources. Entre-temps, les États-Unis avançaient dans leur processus de mobilisation. La capacité industrielle du pays, déjà considérable avant la guerre, se développa rapidement dès que l'économie fut transformée pour l'effort de guerre. L'approvisionnement en matériel pour l'entente augmenta de manière substantielle, renforçant la France et le Royaume-Uni à un moment où les deux pays faisaient face à l'épuisement accumulé après presque 3 ans de guerre. L'Allemagne, en revanche, entrait dans une phase d'usure critique. À la fin de 1917, le gouvernement allemand faisait face à des pressions économiques et sociales menaçant la stabilité interne. L'entrée des États-Unis aggravait ces tensions, car elle éliminait la possibilité d'une victoire par usure. Jusqu'alors, l'Allemagne pouvait espérer que l'entente s'effondrerait en premier. Après avril 1917, l'équation s'inversa. Toute prolongation du conflit ne favorisait que les Alliés. Dans ce contexte, la révolution russe et l'effondrement du front de l'Est, bien que bénéfiques pour l'Allemagne sur le plan militaire,
ne compensèrent pas la nouvelle situation créée par l'intervention américaine. La signature de l'armistice avec la Russie en décembre 1917 et du traité de Brest-Litovsk en 1918 libéra des troupes allemandes, mais ces forces supplémentaires n'équilibraient pas l'ampleur du pouvoir industriel et humain des États-Unis. Vers la fin de l'année, le commandement militaire allemand prit conscience que le temps jouait contre lui. L'entrée des États-Unis avait transformé la guerre en un conflit mondial dans lequel l'Allemagne, déjà affaiblie par les tensions internes et les effets du blocus, ne pouvait pas rivaliser sur le long terme. La Révolution de novembre 1918. L'année 1918 trouva l'Empire allemand épuisé. Les effets combinés du blocus naval britannique, de la pénurie alimentaire et de l'inflation croissante avaient érodé la cohésion sociale. Dans les villes industrielles, où la pression économique se faisait le plus sentir, la population vivait dans des conditions de plus en plus précaires. Les rapports de l'époque montrent que le mécontentement croissait à mesure que la guerre se prolongeait sans signe d'une victoire proche. La malnutrition se répandait dans de larges couches de la société et le climat politique commençait à se fragmenter le long de lignes idéologiques qui se radicalisaient rapidement. Cette détérioration générale était déjà perceptible en 1917, mais atteignit un point critique à l'approche de l'automne 1918. L'échec de l'offensive du printemps, le dernier grand pari militaire allemand sur le front occidental, marqua le début de l'effondrement définitif. Bien que l'Allemagne ait obtenu des avancées significatives au début, la résistance des Alliés, renforcée par l'arrivée de troupes américaines fraîches, transforma l'offensive en une opération insoutenable. Les pertes et l'usure des troupes allemandes surpassèrent largement les gains territoriaux. Alors que l'armée perdait sa capacité offensive, l'arrière connaissait une détérioration encore plus profonde. Les ressources se faisaient rares et le moral des soldats comme des civils chutait à des niveaux que le gouvernement impérial ne pouvait plus contrôler. Le désordre social et l'épuisement économique s'intensifiaient, minant l'autorité du régime. Les grèves se multipliaient, notamment dans les secteurs métallurgiques. La population urbaine, confrontée au froid et au manque de nourriture, commença à manifester des signes d'insubordination ouverte. Le système politique impérial, basé sur la figure du Kaiser et la structure militaire prussienne, se trouvait dépassé face aux demandes de démocratisation croissantes parmi la population. La situation éclata en novembre 1918. Lorsque les marins de la flotte allemande à Kiel refusèrent d'exécuter un ordre qu'ils considéraient suicidaire. Sortir en mer pour affronter la Royal Navy dans une bataille finale que beaucoup percevaient comme inutile. Le mécontentement accumulé pendant des années au sein des forces armées éclata sous forme de mutinerie. Les marins furent arrêtés, mais les protestations se propagèrent rapidement. Les dockers, ouvriers et soldats se joignirent à la révolte. Les troubles s'étendirent à d'autres villes du nord de l'Allemagne, initiant un mouvement insurrectionnel totalement hors du contrôle des autorités. En quelques jours, la révolte gagna Hambourg, Brême, Lübeck et d'autres villes portuaires. Les conseils d'ouvriers et de soldats, inspirés en partie par les événements survenus en Russie un an plus tôt, commencèrent à se former spontanément. Leur objectif immédiat était de mettre fin à la guerre et de démocratiser le système politique. Dans plusieurs villes, ces conseils prirent le contrôle temporaire de bâtiments publics, de gares et de casernes. L'autorité de l'État impérial se trouva affaiblie de manière alarmante. À la fin de la première semaine de novembre, le mouvement avait atteint Munich, où la proclamation d'une république bavaroise accéléra encore davantage la dissolution de l'ordre impérial. Le gouvernement à Berlin comprit que la situation était intenable. La pression politique interne augmenta de manière dramatique. Divers partis du Reichstag exigeaient l'abdication immédiate de Guillaume II comme condition pour stabiliser le pays et négocier un armistice afin d'éviter un effondrement encore plus grave. Le haut commandement militaire lui-même reconnaissait que la continuité du Kaiser était devenue invivable. Les troupes n'obéissaient plus avec discipline et l'opinion publique tenait directement le souverain responsable de la prolongation de la guerre. La faim, l'épuisement et le découragement avaient créé une atmosphère rendant impossible le rétablissement de l'ordre sans une transformation politique profonde. À Berlin, les manifestations se multipliaient à mesure que des colonnes d'ouvriers armés parcouraient les rues pour exiger la fin du gouvernement impérial.
Le Conseil des représentants du peuple, qui commençait à se former au sein du Reichstag, exerçait une pression pour que le monarque quitte le pouvoir afin d'éviter que la révolution ne dégénère en un soulèvement encore plus violent. Le 9 novembre 1918, face à l'imminence d'un soulèvement généralisé, le prince Max von Baden annonça publiquement l'abdication de Guillaume II, avant même de disposer de son autorisation formelle. Avec cette déclaration, l'État impérial fut dissous de facto. Guillaume II, surpris par la rapidité des événements, s'enfuit vers les Pays-Bas, où il reçut l'asile politique. Son départ marqua la fin de l'ordre monarchique qui avait dominé l'Allemagne depuis l'unification en 1871. Ce même jour, alors que des foules se rassemblaient au centre de Berlin, le dirigeant social-démocrate Philipp Scheidemann proclama la République allemande depuis une fenêtre du Reichstag, tentant de devancer d'autres factions révolutionnaires proposant un modèle plus radical. La proclamation de la République fut une mesure visant à éviter que le pays ne sombre dans le chaos. Les institutions impériales étaient paralysées et l'armée avait perdu sa cohésion. Le nouveau gouvernement, formé initialement par des social-démocrates modérés, devait maintenir l'ordre, négocier l'armistice avec les Alliés et stabiliser un pays dévasté par la guerre et fracturé par des tensions internes. Bien qu'elle soit née comme réponse immédiate à la crise, la République dut dès le départ faire face à d'énormes défis, dont la nécessité de consolider une structure politique pour un pays qui n'avait jamais fonctionné comme démocratie parlementaire. Dans les rues, l'agitation se poursuivait, les conseils d'ouvriers et de soldats restaient actifs dans plusieurs villes et leurs relations avec le nouveau gouvernement n'étaient pas toujours claires. Certains exigeaient des réformes plus profondes, tandis que d'autres acceptaient le changement politique dans l'espoir que la fin de la guerre permette une reconstruction ordonnée. La fin de l'Empire allemand ne se produisit pas seulement à cause de la défaite militaire, mais aussi en raison de l'incapacité du système impérial à s'adapter à un contexte social et économique qui avait radicalement changé depuis 1914. La bataille de Cambrai, 1917. L'automne 1917 trouva les hauts commandements britanniques à la recherche d'une alternative aux combats stagnants et à la dévastation de la boue en Flandre. Les offensives précédentes avaient démontré que l'artillerie traditionnelle, même massive, ne pouvait assurer une percée décisive dans les positions allemandes du front occidental. Dans ce contexte, émergea l'idée d'employer, pour la première fois dans une opération planifiée à grande échelle, la nouvelle arme que la guerre avait produite mais qui n'avait pas encore réalisé tout son potentiel, le char. Dans les secteurs inondés et marécageux d'Ypres, où la bataille de Passchendaele s'épuisait en efforts inutiles, son utilisation était presque impossible. Cependant, il existait un point du front où le terrain offrait de meilleures conditions. Cambrai, une zone de sol sec et calcaire où les véhicules blindés ne risquaient pas de s'enliser. Le commandant du corps de tanks, le brigadier général Hugh Hales, cherchait depuis des mois l'opportunité de démontrer la valeur tactique de ces machines et réussit à intéresser le général Julian Byng, commandant du 3e armée, à un plan d'attaque basé sur l'élément de surprise. À la proposition d'elle s'ajouta l'innovation tactique d'un officier d'artillerie de la 9e division écossaise, le brigadier général Henry Hugh Tudor, qui avait développé une méthode permettant de tirer sans avoir à enregistrer préalablement les batteries. Cette technique éliminait le traditionnel bombardement préparatoire, qui avertissait toujours l'ennemi d'une attaque imminente. Tudor proposa un bombardement surprise, calculé mathématiquement, qui permettrait à l'artillerie de frapper avec précision dès le premier tir et de préparer le passage des chars sans dévoiler l'opération. La combinaison de ces idées représentait un tournant radical par rapport aux méthodes utilisées jusqu'alors. Byng approuva le plan en août et le quartier général de Haig le valida le 13 octobre. En novembre, avec Passchendaele épuisé, Haig recherchait un succès qui compenserait l'énorme perte de vie subie en Flandre. Il autorisa finalement l'offensive pour la fin du mois. L'objectif était de lancer un coup concentré qui traverserait la ligne allemande à Cambrai et permettrait une avancée profonde, quelque chose qui n'avait pas été réalisé depuis les premiers mois de la guerre. L'opération prévoyait l'utilisation de plus de 300 chars, soutenus par 8 divisions d'infanterie et 1000 pièces d'artillerie. Les chars avanceraient en formation dense sur un front de 10 000 yards, suivis de près par l'infanterie pour capturer des prisonniers, occuper les tranchées et consolider les positions atteintes. Pour faciliter le passage des véhicules, qui devaient franchir plusieurs ceintures de fils de fer barbelés,
des techniques spécifiques furent préparées. Chaque char transporterait une fascine, un énorme fagot de branches qu'il déposerait dans les tranchées pour servir de ponts improvisés. L'objectif était de traverser d'un seul élan les 3 lignes successives de la position allemande qui s'étendaient sur 7000 yards. Le secteur choisi était défendu par seulement 2 divisions allemandes. La 20e Landwehr, considérée de 4e catégorie par le renseignement allié, et la 54e division de réserve, mieux entraînée et équipée. Cette deuxième unité était sous le commandement du général von Walter, un officier d'artillerie dont les études sur l'utilisation des chars, bien que l'Allemagne n'en possédât pas, furent cruciales. Walter avait compris avant de nombreux officiers européens les possibilités tactiques des véhicules blindés et avait entraîné son artillerie à les détruire depuis des positions protégées. Un détail qui influença profondément le déroulement de la bataille. Pendant que les Allemands renforcèrent leur position, les forces britanniques finalisaient la coordination entre chars, artillerie et infanterie. Cependant, des divergences internes existaient. Le général George Montagu Harper, commandant de la 51e division Highland, doutait de l'utilité des chars et craignait que leur présence n'attire le feu ennemi sur son infanterie. Il ordonna donc à ses hommes de rester à 150 à 200 yards derrière les véhicules, une décision qui aurait de graves conséquences. L'attaque commença à 6h20 le matin du 20 novembre 1917. L'artillerie britannique ouvrit le feu sans avertissement, surprenant complètement les défenses allemandes. Après le bombardement initial, les chars avancèrent en colonne dense, suivis par les troupes d'infanterie. La percée initiale fut spectaculaire. Dans plusieurs secteurs, les forces britanniques progressèrent jusqu'à 4000 dans les 4 premières heures, avec des pertes minimes. Les divisions de Durham, par exemple, subirent à peine une dizaine de pertes au total. La combinaison de calculs mathématiques, de rapidité et de discrétion avait porté ses fruits. Cependant, le succès ne fut pas uniforme. Au centre du front, où opérait la 51e division Highland, la distance imposée par Harper entre l'infanterie et les chars laissa les véhicules sans appui lorsqu'ils pénétrèrent dans la zone défendue par la 54e division de réserve. Les artilleurs allemands, entraînés par von Walter à abattre des cibles mobiles, commencèrent à détruire les chars un par un depuis des positions soigneusement choisies. Dans ce secteur, 11 chars furent mis hors de combat en quelques minutes. 5 d'entre eux tombèrent sous le feu d'un seul sergent allemand, Kurt Krüger, qui mourut lorsque l'infanterie britannique atteignit enfin la ligne. La perte des chars empêcha la division d'atteindre ses objectifs du jour. Malgré cela, sur les flancs, la ligne allemande avait été complètement pénétrée. En Angleterre, à l'annonce de la percée, les cloches sonnèrent pour célébrer un triomphe. C'était la première fois depuis le début de la guerre. Mais l'enthousiasme était prématuré. La cavalerie, qui devait exploiter la brèche créée par les chars, rencontra des obstacles de fil de fer non coupés et dut s'arrêter. L'infanterie britannique progressa lentement les 21 et 22 novembre, mais n'arriva pas à étendre de manière décisive la percée initiale. La réponse allemande ne se fit pas attendre. Dans les 10 jours suivant l'attaque, le prince héritier Ruprecht de Bavière, commandant local, rassembla 20 divisions pour une contre-offensive massive. Le 30 novembre, les Allemands lancèrent leur offensive et récupérèrent non seulement une grande partie du terrain perdu le 20, mais aussi des positions supplémentaires précédemment aux mains des Britanniques. Le résultat final fut un front irrégulier, connu sous le nom de ligne Drocourt-Quéant-Switch, où les deux camps conservaient de petites avancées territoriales aux dépens de l'autre. La bataille de Cambrai se termina sans vainqueur clair. Ce qui devait être une percée décisive devint un symbole d'équilibre précaire à la fin de 1917. Le traité de Brest-Litovsk, 1918. La crise russe de 1917 transforma ce qui restait du front oriental en un espace désintégré. L'effondrement militaire après la faillite de l'offensive de Kerensky laissa les armées incapables de résister, tandis que l'agitation révolutionnaire progressait de Petrograd jusqu'à l'arrière des unités. Dans ce contexte, l'influence bolchevique croissait rapidement. Et Lénine revenait de l'exil avec un programme clair, mettre fin à la guerre, démanteler l'ancien ordre et transférer le pouvoir aux soviets. Ces thèses trouvaient un terrain fertile parmi des soldats épuisés, des paysans qui ne voulaient plus combattre et une structure étatique au bord de l'implosion.
Après la chute du gouvernement provisoire et le triomphe bolchevique du 25 octobre, la priorité du nouveau régime fut de formaliser un cessez-le-feu. En quelques jours, la désintégration de l'armée russe s'accéléra. Des milliers de soldats abandonnèrent le front, convaincus que la révolution leur offrait la possibilité de retourner dans leur village à la recherche des terres promises. Dans ce contexte, Lénine poussa à la proposition d'un armistice immédiat, tentant de maintenir une position diplomatique tout en évitant une offensive allemande que le pays ne pouvait plus affronter. Les puissances centrales, initialement prudentes face à l'émergence d'un pouvoir révolutionnaire appelant à la rébellion internationale, acceptèrent de se réunir. Le 3 décembre commença à Brest-Litovsk la négociation entre représentants soviétiques et délégués d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de Bulgarie et de Turquie. Le processus se prolongea pendant des semaines, constamment interrompu par des discussions internes parmi les bolcheviks et par la tentative de Lénine de gagner du temps face à l'attente d'une révolution socialiste en Europe occidentale qui aurait totalement bouleversé le paysage diplomatique. Tandis que les négociations stagnaient, la réalité militaire était implacable. L'armistice tacite, maintenu de manière fragile sur les lignes de plus en plus vides de l'armée russe, s'effondrait. La délégation soviétique rejetait les conditions allemandes qui exigeaient la séparation de vastes territoires occidentaux de l'ancien empire tsariste, incluant la Pologne, la Lituanie et des régions d'Ukraine. Lénine, conscient que la Russie n'était pas en mesure de se défendre, espérait un tournant qui affaiblirait l'Allemagne avant de devoir accepter une paix aussi humiliante. Mais la patience allemande s'épuisait. Début février 1918, les chefs militaires annoncèrent qu'ils reprendraient l'offensive si la Russie ne signait pas. Le 17 février, la menace se concrétisa. L'armée allemande avança sans résistance, parcourant 150 000 en quelques jours. La chute rapide de positions stratégiques révélait l'ampleur de l'effondrement russe. Cette offensive, plus une promenade qu'une campagne, démontra que le front oriental n'existait plus au sens militaire. À Pétrograd, l'impact fut immédiat. Lénine reconnut que continuer à résister était invivable et ordonna à sa délégation d'accepter les conditions allemandes. En quelques jours, la volonté soviétique de prolonger la négociation s'effondra. Le traité fut signé le 3 mars 1918. Ces clauses impliquaient une ambition territoriale sans précédent, 750 000 km², une étendue 3 fois supérieure au territoire de l'Allemagne elle-même, un quart de la population russe, un tiers des terres cultivables et une proportion équivalente de l'industrie. Pour les bolcheviks, la signature constituait un sacrifice inévitable pour maintenir le pouvoir et réorganiser l'État. Le retrait russe libéra l'Allemagne d'un immense front qui avait consommé des ressources depuis 1914. Avec l'ennemi effondré, le haut commandement transféra ses meilleures divisions à l'ouest, espérant les employer dans une offensive décisive avant l'arrivée massive des troupes américaines. Déjà avant la signature, de nombreuses unités allemandes avaient été envoyées en France. Le reste fut chargé d'occuper l'Ukraine et d'exploiter les nouveaux territoires sous supervision militaire. La victoire territoriale à l'Est était énorme, mais la capacité allemande à l'administrer était limitée, et la démobilisation russe laissait une région politiquement chaotique. Pendant ce temps, les prisonniers russes dépassaient 4 millions, un chiffre immense pour toute armée européenne. Beaucoup d'entre eux avaient été capturés non pas lors de défaites au combat, mais par des redditions massives résultant de la désintégration morale de l'armée. La proportion entre morts et prisonniers illustrait la différence entre le comportement militaire russe et celui des armées occidentales. La loyauté envers l'État, le régiment et les commandements s'étaient évaporés. L'effondrement de l'Empire austro-hongrois et la fin de l'Empire allemand. Les derniers mois de la guerre trouvèrent l'Empire austro-hongrois dans un état d'affaiblissement irréversible. Ce qui avait autrefois été une structure politique vaste et complexe, soutenue par des accords fragiles entre nationalités, arriva en 1918 débordé par la pression militaire, la pénurie et les tensions internes. Le front italien, qui pendant des années avait absorbé d'énormes ressources, finit par se rompre et la défaite de ses armées mit à nu la fragilité d'un État qui ne pouvait plus soutenir ses engagements militaires ni sa cohésion interne. Les lignes s'effondrèrent rapidement et la retraite devint une débandade impossible à inverser. À Vienne et Budapest, la crise avait des dimensions politiques et sociales.
La monarchie des Habsbourg, symbole d'une stabilité qui avait duré des siècles, perdait sa capacité de gouverner tandis que les groupes nationaux réclamaient une indépendance qu'on ne pouvait plus leur refuser. La guerre avait épuisé tous les mécanismes d'intégration. Les soldats sur le front, beaucoup appartenant à des minorités qui ne se reconnaissaient pas dans la cause impériale, désertaient en nombre croissant. L'armée multinationale se dissolvait de façon inégale, certaines unités abandonnant complètement leur position, tandis que d'autres tentaient de maintenir un ordre impossible. L'offensive italienne finale précipita la situation. Sur le front du Piave, la rupture des lignes austro-hongroises se transforma en une retraite générale et les Alliés progressèrent vers les territoires intérieurs. L'effondrement militaire affaiblit non seulement la position diplomatique de l'Empire, mais accéléra sa dissolution interne. La Hongrie déclara son autonomie, les Tchèques formèrent leur propre Conseil national et d'autres communautés suivirent le même chemin. La structure duale qui avait défini l'État depuis 1867 ne pouvait plus se maintenir. Les institutions impériales se vidaient de leur autorité tandis que les peuples commençaient à imaginer un futur en dehors du contrôle de Vienne. Pour l'Allemagne, cette réalité était catastrophique. Le Reich avait maintenu son effort de guerre dans l'attente que l'Autriche-Hongrie résiste suffisamment pour préserver la cohésion du front commun. La chute de l'Allié ne libérait pas seulement les armées ennemies combattant au sud, mais plaçait l'Allemagne dans une position stratégique impossible. Avec le front occidental déjà affaibli et sans le soutien de l'Est après l'armistice russe, perdre le dernier partenaire signifiait faire face seul aux forces combinées de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, des États-Unis et des nouveaux États issus de l'ancienne monarchie impériale. La capitulation austro-hongroise eut un effet immédiat sur le moral allemand. Les troupes sur le front occidental, déjà décimées et épuisées par les offensives ratées de 1918, comprirent que la guerre était perdue. Dans les casernes, les nouvelles sur la désintégration de l'empire voisin révélaient le destin inévitable du Reich lui-même. Les villes intérieures souffraient de pénuries, de troubles et d'un sentiment croissant d'abandon. La structure politique allemande, qui dépendait d'un équilibre précaire entre l'État impérial et le commandement militaire, commença également à se fracturer. L'effondrement de l'Allié accéléra les événements internes en Allemagne. Avec le front exposé et sans capacité de réorganiser ses ressources, le haut commandement informa le gouvernement que continuer la guerre était inutile. La pression pour négocier un armistice devint irrésistible. Ce qui avait été présenté jusqu'alors comme un retrait stratégique se révéla comme un effondrement général. L'Empire allemand, qui avait cherché à se maintenir par la discipline militaire et la centralisation du pouvoir, se retrouva soudain confronté à l'évidence que la guerre ne pouvait être ni gagnée ni prolongée sans risque d'implosion interne. En novembre, la situation était devenue insoutenable. Avec l'Autriche-Hongrie désintégrée et les nouveaux États nationaux occupant leur territoire, l'Allemagne se retrouva isolée. La poursuite de l'effort de guerre n'avait plus de justification stratégique et l'usure sociale avait atteint un point irréversible. Les unités militaires commencèrent à montrer des signes d'indiscipline et les marins, tout comme dans l'Empire voisin, refusèrent d'exécuter des ordres qu'ils considérèrent suicidaires. Ce qui se passait en Autriche-Hongrie se répétait désormais dans le Reich, mais à une vitesse encore plus grande. Le traité de Versailles, 1919. La défaite militaire de 1918 laissa l'Allemagne dans un état d'épuisement profond, tant sur le front que dans l'arrière-pays. L'effondrement de l'Empire austro-hongrois avait privé le Reich de son dernier soutien stratégique, accélérant la désintégration du système impérial allemand lui-même. Dans ce vide de pouvoir, la nouvelle République, issue de l'abdication de Guillaume II, dut entreprendre la tâche de négocier la paix avec les vainqueurs, une paix dont la forme était déjà décidée avant même que les délégués allemands n'arrivent en France. L'armistice n'avait pas été un pacte entre égaux, mais une suspension temporaire des hostilités sous conditions strictes. Et les puissances alliées se présentèrent à la table convaincues que l'Allemagne devait assumer l'entière responsabilité du conflit. Lorsque les représentants allemands furent convoqués à Versailles, l'atmosphère qu'ils y trouvèrent était sans équivoque. Il ne s'agissait pas d'une négociation, mais de la lecture d'un document déjà conclu, un ensemble d'impositions ne permettant aucune modification substantielle. La délégation du nouveau gouvernement, affaiblie et encore en cours de consolidation,
comprit dès le début qu'elle n'avait aucun moyen de résister. Le pouvoir militaire allié, ajouté au blocus naval qui continuait d'asphyxier la population allemande, rendait impossible le rejet des termes. Le texte présenté aux Allemands contenait des dispositions territoriales de grande ampleur. L'Allemagne perdait l'Alsace et la Lorraine, restituées à la France. Elle cédait également des territoires à la Belgique et au Danemark, et une partie considérable de la Prusse occidentale était incorporée au nouvel État polonais. Danzig devenait ville libre sous supervision internationale. Bien que ces régions aient été source de disputes historiques en Europe centrale, pour de nombreux Allemands, leur perte représentait une mutilation territoriale remettant en cause la continuité même de l'État né de l'unification de 1871. En plus des cessions territoriales, la démilitarisation de la Rhénanie et l'occupation alliée de ces zones occidentales étaient imposées. Pour l'Allemagne, ces conditions étaient particulièrement humiliantes car elles modifiaient l'équilibre structurel du pays en plaçant sous contrôle étranger l'une de ses régions les plus industrialisées. L'interdiction de fortifier la zone et l'obligation de la maintenir libre de troupes allemandes éliminaient toute possibilité de défense en cas d'agression future. Cependant, les restrictions militaires furent encore plus sévères. L'armée allemande fut réduite à un contingent de 100 000 hommes, sans service militaire obligatoire et sans capacité de produire des armes lourdes. Elle se voyait interdite de posséder des chars, des avions, des sous-marins et de l'artillerie de gros calibre. La marine était ramenée à un niveau symbolique, incapable de projeter le pouvoir au-delà de ses propres côtes. Pour un pays qui avait développé une forte tradition militaire et qui avait fondé sa sécurité sur la structure prussienne de l'armée, ces limitations furent perçues comme une tentative de désarmer non seulement l'État, mais aussi l'identité militaire qui avait caractérisé l'Allemagne pendant des décennies. À ces clauses s'ajoutait le point le plus conflictuel du traité, la section relative à la responsabilité de la guerre. L'Allemagne devait accepter la culpabilité exclusive du déclenchement du conflit, une affirmation que les délégués considéraient historiquement fausse et moralement inacceptable, mais dont la signature était requise pour justifier les réparations économiques que les Alliés exigeaient. Bien que le montant final ne fût pas fixé à Versailles, le principe était posé. L'Allemagne devait indemniser économiquement les pays vainqueurs pour les dommages subis pendant les combats. La combinaison de pertes territoriales, de désarmement et de réparation suscita un sentiment de profonde injustice parmi les Allemands. La délégation qui s'était rendue à Versailles, consciente du risque que représentait la signature d'un document aussi sévère, tenta de protester, mais il n'y avait aucune possibilité de renégociation. L'alternative aurait été la reprise de la guerre dans des conditions encore plus défavorables, une option que le nouveau gouvernement ne pouvait envisager, surtout avec un pays affaibli, politiquement divisé et confronté à des pressions internes menaçant la stabilité de la jeune République. Le traité fut signé le 28 juin 1919. Dans le même salon où, 48 ans auparavant, l'Empire allemand avait été proclamé après la victoire sur la France lors de la guerre franco-prussienne. Cette coïncidence de lieu, si chargée de symbolisme, accentua l'impact psychologique de l'accord. L'acte fut perçu en Allemagne non pas comme la clôture du conflit, mais comme une imposition destinée à humilier le pays. À Berlin, le gouvernement ayant envoyé les délégués fit face à de sévères critiques. Les extrémistes de droite accusaient les politiciens de la République d'avoir poignardé la nation dans le dos en acceptant les termes, tandis que les groupes radicaux de gauche dénonçaient une paix qui ne traitait pas les causes sociales profondes ayant conduit à l'effondrement de l'Empire. La sévérité des conditions imposées eut des conséquences qui se projetèrent au-delà du moment immédiat. Les limitations militaires laissèrent l'Allemagne vulnérable et le fardeau économique des réparations compliqua la reconstruction dans une période où le pays avait besoin de stabilité. Le ressentiment collectif engendré par le traité s'enracina dans toutes les couches sociales, alimentant des discours affirmant que le pays avait été traité injustement et que la guerre ne s'était pas terminée par une défaite militaire totale, mais par une imposition diplomatique niant toute possibilité de défense légitime. Cependant, les restrictions militaires furent encore plus sévères. L'armée allemande fut réduite à un contingent de 100 000 hommes, sans service militaire obligatoire et sans capacité de produire des armes lourdes. Elle se voyait interdite de posséder des chars, des avions, des sous-marins et de l'artillerie de gros calibre. La marine était ramenée à un niveau symbolique,
incapable de projeter le pouvoir au-delà de ses propres côtes. Pour un pays qui avait développé une forte tradition militaire et qui avait fondé sa sécurité sur la structure prussienne de l'armée, ces limitations furent perçues comme une tentative de désarmer non seulement l'État, mais aussi l'identité